Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui nous emmène aujourd'hui sur les traces d'une des plus grandes exploratrices du XXe siècle, Ella Maillart. Ella Maillart naît le 20 février 1903 sur les rives du lac Léman, en ville de Genève, en Suisse. Elle est issue de la bourgeoisie aisée de la société genevoise et son père est commerçant de fourrure. Il a donc de nombreuses relations internationales. Jeune, elle se considère comme une fillette qui n'aime pas l'école et qui s'y sent enfermée. Physiquement fragile, Ella Maillart fait énormément de sport pour se renforcer. Elle est passionnée de ski et à 16 ans, elle crée la première équipe de hockey sur gazon féminine en Suisse francophone. Chaque été, une famille parisienne venait passer ses vacances dans la maison voisine à celle d'Ella. Ella Maillart se lie rapidement d'amitié avec la fille de cette famille, Miette de Saussure, qui a à peu près le même âge qu'elle. Contrairement à de nombreux enfants de cette époque, Miette et Ella rêvent d'aventure et de découvrir des contrées lointaines. Grâce au bateau du père de Miette, qui est officier dans la marine française, elles pourront apprendre à naviguer. Elles commencent par apprendre à manier les voiles et à se diriger dans le petit port en face de chez elles. Poussant chaque jour leur embarcation un peu plus loin, elles finissent par sortir du port et à s'aventurer sur le lac. Une fois cette étendue d'eau conquise et voyant toujours plus grand, les deux complices rêvent alors de Méditerranée. Ce rêve se réalisera à l'âge de 20 ans. Miette, Ella, accompagnée de deux autres femmes, se procure un voilier. Elle commence par vendre son moteur pour s'acheter un sac de patates, le but étant de ne voyager qu'à la voile. Elles se baladeront un peu partout en Méditerranée et leur plus long trajet sera de relier Marseille à Athènes. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'à l'époque, les marins qui voyaient partir seuls 4 femmes voyager uniquement à l'aide de voiles ne leur donnaient aucune chance. Ils nous avaient dit « Oh, mais pauvre petite fille, mais vous ne savez pas naviguer, vous n'arriverez jamais en Grèce. Vous n'avez pas de compas gyroscopique à bord. » On a dit « Non, on n'a pas besoin de compas et on navigue très bien comme ça à l'estime. » Et pourtant, après avoir traversé la Méditerranée en long et en large, les deux amies rêvent encore plus grand et se dirigent vers l'océan Atlantique. Sur le trajet, Ella Maillart s'achète une caméra et décide de commencer à filmer ses aventures. Ce petit geste anodin annonce les prémices de la future fille d'Ella Maillart. Malheureusement, avant d'arriver sur l'océan Atlantique, Miette tombe malade et est obligée de rentrer en France. Ella Maillart poussera son expédition jusqu'en Bretagne, mais finira elle aussi par rentrer chez elle en Suisse. Et là commence pour Ella Maillart une période de doute. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Son amie Miette s'est mariée et ne peut donc plus l'accompagner dans ses expéditions. Ella Maillart, quant à elle, et je cite, ne se trouve pas assez courageuse pour fonder une famille. Et ne sachant pas où j'en étais, je me disais si je me marie, je ne sais pas quoi dire à mes enfants, je ne pourrais pas les élever, j'aime mieux ne pas prendre ce risque. Je n'ai pas eu le courage. Voilà. Il faut beaucoup de courage pour se marier et il faut au moins au départ être sûr de vouloir réussir. Ça, j'en étais persuadée. Durant cette période de doute, Ella Maillart testera de nombreuses activités. De la dactylographie au commerce international, elle sera également actrice et doublure dans des films sur le ski. Elle n'abandonne cependant pas la voile et sera la seule femme à participer aux régates des Jeux Olympiques de 1924. Elle représentera également 4 fois la Suisse aux championnats du monde de ski. Mais malgré ses exploits, Ella Maillart ne se sent toujours pas à sa place. Elle a besoin de retrouver la liberté qu'elle avait lorsqu'elle voguait avec Miette sur la Méditerranée. Un jour, alors qu'elle est de passage à Paris, elle rencontre un écrivain qui revient d'un voyage en Russie. Ella Maillart se dit qu'elle n'a rien à perdre et qu'elle a envie de découvrir cette contrée qui lui est encore inconnue. Elle part avec son sac à dos rempli d'un sac de couchage et de 15 jours de provisions et s'achète une nouvelle caméra avec pour objectif de faire un documentaire sur le cinéma russe. À son retour, elle sort son documentaire et écrit un livre qui lui permettra de financer ses futures expéditions. Car comme lorsqu'elle était petite sur le lac Léman, Ella Maillart rêve de pousser ses expéditions toujours plus loin et de trouver sa nouvelle Méditerranée. Toujours accompagnée de sa caméra, elle retournera en Russie et poussera son voyage jusque dans le Caucase, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan. Elle s'arrêtera aux portes de la Chine, pays qui est alors très difficile d'accès. Et on commence à connaître Ella Maillart, elle veut aller en Chine et elle ira. En 1934, elle trouve un accord avec un célèbre journal parisien et elle est envoyée en tant que journaliste dans la province chinoise du Mandchourie. Cette province est occupée par des Japonais et Ella Maillart enquête sur les conditions de vie des Chinois qui y habitent. C'est à cette période qu'elle va rencontrer un certain Peter Fleming. Peter Fleming était un journaliste anglais qui travaillait également pour le MI6. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque son frère Ian Fleming se serait inspiré de sa vie pour créer le célèbre personnage James Bond.
Peter et Ella se lient rapidement d'amitié et entreprennent ensemble un voyage qui sera sûrement l'un de leurs plus extraordinaires, mais aussi l'un de leurs plus dangereux. À la frontière de l'Inde et de la Chine se trouve une région isolée, le Cachemire, complètement interdite aux Occidentaux. Cela fait plusieurs années que personne n'a pu aller voir ce qu'il s'y passe. Il n'en faut pas plus pour titiller l'intérêt d'Ella et Peter. Ils décident de se rendre par leurs propres moyens dans cette région méconnue. Et là, on ne parle pas de relier Genève à Paris. Ils partent de Pékin et doivent traverser toute la Chine pour arriver au Cachemire. Ils reçoivent des autorisations de la part des autorités chinoises pour voyager jusqu'au centre du pays. À partir de là, ils sont obligés de se débrouiller seuls pour éviter les contrôles de police et les barrages de l'armée. Ils décident dans un premier temps de se diriger vers le nord et passent par une région très pauvre et montagneuse. Ils redescendent ensuite en direction du Cachemire et traversent le désert de Taklamakan à dos de chameau. 7 mois après avoir quitté Pékin, Ella et Peter rentrent finalement dans cette région si secrète qu'est le Cachemire et rencontrent les populations qui y habitent. Pour Ella Maillard, la boucle est bouclée. Elle se retrouve à l'endroit précis où elle avait dû s'arrêter bien des années auparavant, lorsqu'elle faisait ses premiers voyages dans le Caucase. Elle rentre à Paris et écrit son livre le plus célèbre qui lui apportera succès et renommée. Bon, bien entendu, elle ne va pas s'arrêter là. 2 ans plus tard, à 34 ans, elle est mandatée pour réaliser un nouveau reportage relier la Turquie à l'Inde en passant par l'Iran et l'Afghanistan. Elle effectuera donc ce voyage une première fois en 1937, puis reprendra la même route en 1939, cette fois-ci accompagnée d'une amie qu'elle veut aider à se sortir de la drogue. Mais ce qui devait arriver arriva. Les 2 femmes se trouvent en Afghanistan lorsqu'en 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Son amie décide de rentrer chez elle et Ella poursuit son voyage seule jusqu'en Inde. Là, elle comprend que la guerre va durer plusieurs années et décide de ne pas rentrer. Alors que l'Europe se déchire, Ella Maillard se pose des questions sur ce qui la pousse à partir et ce qu'elle recherche au travers de ses voyages. Elle trouvera certaines de ses réponses auprès de 2 grands sages hindous, auprès desquels elle vivra durant les 5 années de guerre. Toutes les sagesses du monde entier parlent de 2 jeux. Un petit jeu qui est identifié au corps et un jeu qui participe de l'esprit suprême. Et il faut que les 2 jeux coalescent et n'en fassent plus qu'un, qu'on ne soit pas perpétuellement un être divisé en soi. À la fin de la guerre, Ella Maillard peut enfin rentrer chez elle, accompagnée de tout le bagage spirituel qu'elle a pu acquérir en Inde, et ce sera là son dernier voyage. Non, je rigole. Cependant, à plus de 40 ans, elle achète pour la première fois une maison qu'elle pourra appeler chez elle. Elle s'établit dans un petit village de montagne dans les Alpes suisses, le village de Chandelin. Elle passera généralement 6 mois par année dans ce chalet et passera le reste du temps à emmener des groupes pour des voyages touristiques en Asie. Et petite anecdote pour compléter la vie extraordinaire de cette femme, elle continuera à faire du ski jusqu'à l'âge de 80 ans. Ella Maillard s'étendra dans son chalet à Chandelin en 1997 et laissera en héritage au monde ses livres, ses notes, ses photos et ses films. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'histoire d'Ella Maillard vous aura plu. Moi en tout cas c'est une femme qui m'inspire énormément. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques images du sommet de l'île Horn à plus de 2700 mètres d'altitude, juste derrière le village de Chandelin, là où Ella Maillard devait sûrement avoir son terrain de jeu.